Donc bonjour à tous, troisième fois, donc on a encore un petit problème de son. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais c'est bon pour vous. Donc je vais réexpliquer encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc c'est notre premier débat avec des bâtons, et donc pour ça on a la chance de recevoir Antoine et Emma. Donc ils vont débattre de 3 sujets: l'écriture inclusive, les réunions non mixtes, et peut-on s'habiller comme on veut à l'école. Donc je vais laisser se présenter un par un, et on va commencer par Antoine. Vas-y Antoine, je te laisse te présenter. Très bien, bonjour à tous. Je suis très content d'être présent aujourd'hui. Donc personnellement, je suis étudiant à HEI depuis 5 ans. Là, je suis en dernière année en stage, donc j'ai fini les cours. Et donc je suis vraiment heureux d'être présent aujourd'hui avec toute l'équipe de Débattons. C'est une jeune association mais très dynamique qui, je pense, a beaucoup d'avenir dans le sens où c'est la première fois qu'une chose comme ça se fait à HEI. Donc je remercie Thomas pour l'invitation et je suis content également d'être son secrétaire parce que je fais partie de cette association. Ok. Et bonjour Emma. Et donc, bonjour Emma, et je te laisse te présenter. Donc bonjour à tous et bonjour Antoine. Du coup moi donc je suis Emma, je suis en H4, je suis également en stage en ce moment et donc moi j'étais la présidente de l'association Ingénieurs pour le Monde cette année et je remercie également Thomas et l'association des bâtons de m'avoir invité. Donc on va aller sur le premier sujet, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Donc sur l'écriture inclusive, qui fait polémique depuis maintenant pas mal d'années, à tel point que c'est une écriture qui a été interdite par le gouvernement pour les professeurs. Les professeurs n'ont pas le droit d'utiliser en cours. Donc on va commencer en parlant juste de l'écriture inclusive, ce que c'est. Je vais demander à Antoine. Antoine, qu'est-ce que toi t'en penses de l'écriture inclusive? Alors moi, pour être très clair, je pense que l'écriture inclusive est un danger pour la langue française qui est au service en plus d'une minorité. Et encore une fois, on a une majorité qui va se sentir lésée. C'est d'ailleurs un peu le principe des élections présidentielles actuellement, c'est qu'il y a toujours une majorité silencieuse qui est lésée par une minorité active. Concernant l'écriture inclusive, à proprement parler, je pense que c'est une manière de rendre beaucoup plus difficile et beaucoup moins accessible la langue française à certains, dans une logique par exemple d'assimilation ou d'intégration. Et c'est un concept qui s'inscrit dans une logique de déconstruction de tout notre héritage et de tout notre socle culturel français. Pour donner des exemples, il y a donc l'écriture inclusive qui va s'attaquer à notre langue, et ensuite on va avoir par exemple l'ouverture à la GPA PMA aux couples lesbiens qui va donc menacer la famille. L'avortement, pareil. Je pense qu'on est dans une logique de déconstruction qui est menée par une minorité active militante de la gauche progressiste. Et donc c'est dans cette dynamique-là que je m'y oppose fermement. D'accord. Je vais maintenant poser la question à Emma, la même question. Emma, toi, qu'est-ce que tu penses de l'écriture inclusive? Alors, déjà, je pense que c'est bien de revenir à la définition de ce que c'est que l'écriture inclusive. Donc, l'écriture inclusive, c'est une forme d'orthographe qui permet de n'avantager ni le masculin ni le féminin. Donc, c'est utilisé pour parler, par exemple, d'un groupe mixte où il va y avoir des femmes et des hommes à l'intérieur, ou d'une ou plusieurs personnes dont on ne connaît pas le genre, ou voilà. Ou alors, c'est aussi utilisé pour les personnes non binaires. Donc l'écriture inclusive, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est juste l'écriture avec le point médian, mais c'est pas du tout la seule forme d'écriture inclusive qu'il existe. Par exemple, on peut aussi, donc il y a le point médian qui existe évidemment, mais on peut aussi utiliser des mots qui vont être contractés. Par exemple, au lieu de dire celles et ceux, on va dire celles. Ou alors on peut utiliser aussi des expressions neutres qui existent dans la langue française, par exemple de dire tout le monde au lieu de tous et toutes, ou de dire les personnes au lieu de dire les hommes et les femmes, voilà, donc ça va être des expressions comme ça qui vont participer à ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Par contre, ce que je comprends pas, Antoine, c'est que tu dis que ça avantage une minorité, sauf que c'est fait pour que les femmes soient plus représentées et que les femmes puissent être plus représentées encore plus dans l'orthographe. Donc les femmes, c'est quand même 50% de la population, ce n'est pas une minorité. Non, mais en fait, je ne comprends pas en quoi dans la langue française, aujourd'hui, les femmes sont désavantagées. Tu dis que les mots ont un genre, mais pas du tout. Quand on parle d'un bébé, je veux dire, ça peut être un bébé masculin, ça peut être un jeune garçon, une jeune femme, et je ne comprends pas en quoi
ne pas utiliser l'écriture inclusive, ça s'inscrit dans une logique de discrimination des femmes. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que dans la langue française, il y a, tu sais, cette règle de le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Mais alors Et non. c'est ça, en fait, qui est comment dire, qui est combattu, entre guillemets, par cette écriture inclusive. Mais quand on dit le masculin l'emporte sur le féminin, en fait, c'est pas du tout ça. C'est que, je vais rien t'apprendre à ce niveau-là, la langue française est une langue d'origine latine, et donc en fait, le masculin prend juste la place du neutre, en plus. Donc c'est pas le masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est que le masculin a aussi le rôle du neutre. C'est aussi simple que ça. Et tu parles d'inclure plus de personnes, mais c'est une dénaturation, selon moi, de la langue française, ça va à l'encontre de la construction même d'une langue. Et là, je ne parle pas de la langue française en particulier, mais des langues. Parce que les langues en général se construisent de cette manière-là, elles évoluent avec le temps, c'est-à-dire que la langue écrite va être héritière de la langue orale. Elle va être influencée par la manière dont on va parler. Et l'écriture inclusive, tu pourras le préciser peut-être, mais elle se parle très difficilement à l'oral. Je ne sais pas comment tu vas parler en écriture inclusive avec le terme « cher » par exemple. Quand on dit cher au masculin, cher avec un E, cher avec un S. Dis-moi comment est-ce que tu utilises le mot cher en écriture inclusive à l'oral. Alors justement, l'écriture inclusive, c'est avant tout une question d'orthographe et non pas de langue parlée. À moins qu'on utilise des mots, comme je le disais, par exemple, celles, pour dire celles et ceux. En fait, c'est une forme de contraction, mais l'écriture inclusive, par exemple, le point médian, ça va être utilisé seulement à l'écrit. Par exemple, et dans ce cas-là, si tu lis un texte à l'oral avec un point médian, tu vas allonger pour dire, par exemple, au lieu de dire l'écrivain enfin, au lieu de dire, tu vas dire l'écrivain et l'écrivaine, mais à l'écrit, il y aura un point médian juste pour contracter juste à l'écrit. Mais en fait, tu parles de l'héritage de la langue. On va refaire un peu d'histoire, sachant que avant le XVIIe siècle, donc l'orthographe en français n'est pas formalisé. Il va être formalisé par l'Académie française. Et je vais vous donner quelques petites citations pour comprendre un peu comment ça se passe. C'est que, par exemple, dans les cahiers préparatoires du premier dictionnaire qui a été fait par l'Académie française, donc en 1694, on peut voir ce qui a écrit « L'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes ». Et en fait, l'Académie française, c'est elle qui a mis ces règles-là du masculin l'emporte sur le féminin pour silencier les femmes, alors que dans l'histoire et dans les langues romanes, donc tu parlais du latin, mais également le grec et l'ancien français, ce genre de règles n'existait pas. Et les accords ne se faisaient pas en fonction du masculin. Donc on va laisser Antoine répondre sur ce point-là. Oui, et en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je voudrais revenir, parce que, par exemple, tu fais la différence entre écrivain et donc tu veux dire écrivaine, par exemple. Donc effectivement, on dit un auteur et on ne dit pas une autrice, même quand c'est un auteur féminin. Mais par exemple, les militaires, par exemple, ne se sont jamais plaints quand ils faisaient le planton devant un régiment et qu'on les appelait les sentinelles, une sentinelle. Ils font la sentinelle. Et c'est pas pour ça, ce n'est pas pour ça qu'ils se sentent attaqués dans leurs conditions d'hommes. C'est la langue française qui est construite comme ça, et la langue française n'est pas politique, elle n'est pas politisée. La langue française ne sert qu'à décrire, je veux dire, la réalité, la réalité qui nous entoure. Quand j'ai une femme face à moi, effectivement, je vais lui parler comme à une femme. Quand j'ai un homme face à moi, je vais lui parler comme à un homme. Je ne vois pas pourquoi on devrait commencer à essayer d'inclure qui que ce soit, alors qu'il n'y a pas besoin d'inclure. La langue française n'est pas exclusive, au sens exclure quelqu'un. Et je voudrais revenir aussi sur quelque chose que tu as dit, en parlant des personnes non binaires, etc. Et en fait, ça ne m'étonne pas, parce que c'est ce que je disais au début. C'est que l'écriture inclusive s'inscrit dans un bloc plus complet de déconstruction. L'écriture inclusive pour la langue et l'idéologie LGBT, je connais pas tous les acronymes, mais globalement LGBT, où on va dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, mais il y a aussi des non-binaires, des queers, des gender fluides, etc. Et donc ça s'inscrit dans une logique progressiste que je rejette, moi, en tant que Français qui pense être héritier d'une civilisation et défenseur de la tradition. Alors, peut-être avant de répondre pour certains internautes, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur les termes de non-binaire et de
de queer et de gender fluide? Alors, la non-binarité, donc sachant que les termes de queer et de gender fluid vont s'inclure dans le terme parapluie qui est la non-binarité, c'est seulement les personnes qui ne se reconnaissent pas ni dans le genre exclusivement masculin, ni dans le genre exclusivement féminin tel qu'il est construit en fait socialement. Parce que le genre est une construction sociale qui est totalement indifférenciée par rapport au sexe biologique, hein, bien sûr. Donc il y a des personnes qui vont se sentir ni femme ni homme, au sens que comment ça a été construit socialement. Mais par ailleurs, tu parlais des termes d'écrivaine. Donc tu sais que, je sais pas si tu le sais, mais tous ces termes-là, comme poétesse, autrice, peintresse, médecine aussi, existaient et ont été supprimés par l'Académie française, justement. Et tu parlais du fait que la langue française n'est pas politique, mais l'Académie française a été créée par Richelieu pour contrôler la langue française et pour en faire une question de pouvoir, parce que dans les écoles, comme ça, tous les enfants apprennent exactement la même langue, la même orthographe. Et c'est comme ça, voilà. On va laisser revenir Antoine. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire parce que, premièrement, c'est parfaitement faux. C'est une méconnaissance de l'Ancien Régime, de la société de l'Ancien Régime, puisque contrairement à la France d'après-Révolution, où effectivement on avait une volonté de centralisation et d'uniformisation du peuple français, à l'époque de l'Ancien Régime, on avait une France des départements, une France des provinces. Et donc, le français, en tant que langue, il a été formalisé parce qu'il était nécessaire à la construction de l'État français. On n'était pas encore à l'époque de l'État moderne, et donc l'État devait se construire. C'est pour ça qu'il a formalisé sa langue. En revanche, localement, la langue effectivement administrative parlée était le français. En revanche, on laissait libre cours à la pratique des langues régionales, aux patois régionaux. Il y avait des langues comme le breton, comme le flamand ici, le patois picard, tout ce genre de choses. Et donc elle n'était pas politique, cette uniformisation. Elle s'inscrivait juste dans une dynamique de construction de l'État français. Et dernier point, ensuite je te laisserai la parole. Tu dis que les termes écrivaine, poétesse existaient. Effectivement, ils existaient. Sauf que moi je pense que la tradition, elle est critique. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne me définis pas comme conservateur, parce que être conservateur, c'est vouloir tout conserver, même ce qui ne fonctionne pas. Moi je suis quelqu'un qui est attaché à la tradition, et donc comme je le disais, la tradition est critique, et donc elle sélectionne ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, de fait, c'est intrinsèque à la tradition, eh bien c'est que on va sélectionner ce qui fonctionne et c'est que le peuple, utilise. Et donc si ces termes ont disparu, c'est tout simplement parce qu'ils devenaient anachroniques, ils devenaient surannés et ils étaient inusités. Et donc, ça ne me dérange pas du tout qu'ils aient disparu, non pas parce qu'il y avait une quelconque tyrannie des hommes envers les femmes et les minorités, mais juste parce que le peuple a décidé de ne plus les utiliser. Alors, je suis pas d'accord avec toi sur ce point, c'est-à-dire que en fait, le dictionnaire qui a été écrit par l'Académie française n'est pas un dictionnaire basé sur l'usage, comme le sont le Larousse ou le Petit Robert ou tout ça, mais un dictionnaire basé sur qu'est-ce que doit être la langue française belle et correcte. Et d'ailleurs, pour un petit peu dériver, ils ont fait exactement la même chose avec des règles d'orthographe. Dans les mots, on a ajouté volontairement des racines grecques et latines là où il n'y en avait pas, et on a enlevé les racines des mots qui venaient par exemple des langues germaniques ou des langues arabes dans la langue française, ou même de l'italien. Donc pour moi, c'est vraiment, ça a vraiment été toute une façon de créer en fait quelque chose d'artificiel. Et justement, tu disais tout à l'heure qu'une langue, et que de manière générale, pas que la langue d'ailleurs, c'est fait pour évoluer. Et pourquoi est-ce que maintenant on pourrait pas proposer autre chose et évoluer, sachant que l'écriture inclusive qu'on utilise actuellement n'a jamais été proclamée comme étant la seule solution ou la seule chose. C'est quelque chose qui est en construction. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de proposer des choses, ce sont des propositions. Il y a même des gens qui proposent d'inventer, de créer un genre neutre, par exemple comme il peut exister en allemand ou en grec. Ouais. Donc ce sont des propositions. Antoine, oui, moi je voudrais juste revenir sur le terme, quand Emma a parlé d'évolution de la langue. Je suis d'accord, et d'ailleurs, en fait, la langue française évolue encore aujourd'hui, et ça ne me pose aucun souci. Au contraire, c'est au service des utilisateurs de la langue française que nous sommes.
Mais justement, quand il y a évolution, il y a simplification. Ou en tout cas, il y a correspondance entre cette simplification-là, enfin cette évolution-là, et l'usage que les Français en font. Or, c'est justement l'essence même de l'écriture inclusive qui est hors sol, qui sort de nulle part, et qui est au service d'une idéologie. Moi, c'est ça que je rejette. Et d'ailleurs, si, c'est pas parce que l'écriture inclusive vient d'une famille politique qui m'est étrangère que je la combats. Si elle était au service du bien commun, je la défendrais, par honnêteté intellectuelle. Mais moi, c'est dans ce sens-là, c'est parce que elle est au service d'une idéologie et elle n'est pas au service du bien commun. C'est pour ça que ça me dérange. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais moi je pense justement que c'est au service du bien commun, dans le sens où, enfin, moi je peux le dire, que quand j'étais en primaire et que en tant que fille, on m'a appris s'il y a 900 femmes et un homme, et ben on va dire il, alors qu'à côté de ça, on nous dit la femme est l'égale de l'homme, il y a un problème. En fait, il y a une asymétrie entre ce genre de choses et c'est incompréhensible. Et ça donne l'impression aux filles que leurs voix sont moins importantes, en fait. Hein, tout ça, c'est lié. Bah, moi, je trouve qu'il faut quand même être assez soupolé pour porter attention à ce genre de choses. Après, tu vas dire que c'est parce que je suis un homme et que justement, j'ai jamais été discriminé par la langue. Je ne me suis jamais senti discriminé par la langue. Les femmes que j'ai autour de moi ne se sont jamais senties discriminées par la langue. Les hommes sages-femmes ne se sont jamais sentis discriminés par le nom de leur profession. Voilà. Après, moi, je pense que ce débat-là, l'histoire va y mettre fin. La langue, comme je le disais, elle est le fruit d'une pratique. Et donc, l'écriture inclusive va terminer sans vouloir polémique, enfin sans vouloir être agressif, dans les poubelles de l'histoire, dans le sens où les Français vont très vite l'abandonner, dans le sens où l'écriture inclusive existe déjà, en fait. Est-ce que vous appelez écriture inclusive avec un point médian ou avec les contractions de mots, comme tu me disais, celle-le par exemple? Eh bien, en fait, ça existait déjà avec des parenthèses, ou en disant toutes et tous. Quand Emmanuel Macron, justement, s'exprime et dit toutes et tous, celles et ceux, en fait, c'est une manière d'inclure tout le monde sans compliquer l'orthographe des mots. Et je trouve qu'à la limite, tu vois, si vraiment il y avait un nombre de femmes important qui se sentaient discriminées par la langue française, eh bien justement, l'usage de celles et ceux, toutes et tous, pourrait aider à cette inclusion des femmes. Le fait de vouloir changer l'orthographe et de mettre celle-le, de mettre celle-le, je pense que ça complique plus la langue française qu'autre chose, et c'est d'ailleurs très éloigné des considérations et des aspirations du peuple français qui est au fin fond de sa campagne. On va laisser répondre là. Oui, bien sûr. Bah alors, donc oui, je suis d'accord avec toi que toutes et tous, mesdames et messieurs, ça existe déjà. Et oui, c'est inclus dans l'écriture inclusive. Après, comme je l'ai dit et je le répète, l'écriture inclusive va beaucoup être... Enfin, les nouvelles choses vont beaucoup être au niveau de l'écriture, de l'orthographe, et non pas de la langue parlée. C'est juste une manière de contracter, voilà. Ensuite, tu parlais de la parenthèse et du slash, par exemple, qui peut exister. En fait, le problème de ces deux formes qui certes existent déjà, c'est que tu es d'accord avec moi que dans une phrase, si on met un bout de phrase entre parenthèses, ça veut dire qu'il est pas très nécessaire, qu'on peut l'omettre et le sens de la phrase restera le même. Et bah en fait là c'est exactement la même chose dans le sens où si tu mets un E entre parenthèses, bah ok on met les femmes mais on met le féminin mais à la limite c'est pas grave. Pareil pour un slash où il va forcément y avoir, il y a une notion de quelque chose qui est au-dessus d'autre chose. C'est ça qui est dérangeant en fait dans ces formats. Moi je trouve que tu mets des rapports de force là où il n'y a pas à avoir de rapport de force. D'autant plus que il suffit de lire un petit peu pour se rendre compte qu'il y a beaucoup d'écrivains et d'écrivains masculins comme féminins qui utilisent justement les parenthèses de manière extrêmement subtile, et quelquefois ce qui est entre parenthèses est beaucoup plus important que ce qui n'est pas entre parenthèses. Et justement, c'est ce qui est entre parenthèses qui donne du sens quelquefois à une phrase et qui donne toute la beauté et voilà la beauté d'une phrase.
Je trouve que c'est vraiment s'attarder sur des détails et voir une mauvaise intention là où il n'y en a pas. Alors, donc on aura bien compris, je pense que pour Antoine, ce sera plus des détails, et pour toi et moi, c'est vraiment euh, la langue française qui va discriminer les femmes. Donc on peut être d'accord et pas d'accord sur ce sujet-là, mais je vais revenir aussi à la première question que j'ai posée sur la polémique. Être d'accord et pas d'accord, ok à la limite, mais est-ce que c'est normal que le gouvernement l'interdise à l'école? Et je vais te poser la question à Emma. Alors, Est-ce que tout le monde pourrait pas faire un peu comme il veut? ah bah moi je pense que oui, clairement. Moi je pense que c'est vraiment pas, enfin, pourquoi l'interdire de façon aussi stricte? Surtout que, bon, comme on en parlait avant que ça commence, j'avais vu qu'il voulait aussi mettre une amende aux profs qui l'utilisaient. Je ne sais pas si, j'avoue que je ne sais pas si ça s'est passé ou pas, mais moi je pense que vraiment chacun devrait pouvoir faire comme il veut. Ceux qui ne veulent pas l'utiliser ne l'utilisent pas, il n'y a pas de souci, et les personnes qui veulent l'utiliser l'utilisent. Personne n'a. En fait, le truc, c'est que personne n'a dit que ça devait être quelque chose d'imposé ou d'interdit, en fait. D'accord. C'est vraiment à la volonté de chacun. Ok, je vais poser la même question à Antoine, du coup. Alors moi je suis pas du tout un fan de l'intrusion de l'État dans toutes les sphères de la société. En revanche, au niveau de l'éducation, c'est quand même quelque chose qui relève de l'État régalien. Et donc l'État a quand même son mot à dire. Et je sais pas si on se rend compte quand même de la portée que ça a de dire au pire les profs font ce qu'ils veulent. Parce que premièrement c'est pas vrai, ils font pas ce qu'ils veulent. Les professeurs passent un concours, ils sont assermentés par l'État, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils sont au service de l'État. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle l'éducation nationale. Et on se rend pas compte qu'en fait, quand un professeur utilise l'écriture inclusive, il apprend donc l'écriture inclusive à des enfants qui n'ont pas forcément envie de l'apprendre. Bah oui, l'écriture inclusive, peut-être qu'effectivement un professeur va l'apprendre et dans sa classe il aura une vingtaine d'élèves. Peut-être qu'il y aura 5 élèves dont les parents seront d'accord pour qu'ils apprennent l'écriture inclusive, mais il y en aura la majorité qui ne voudra pas. Comment on fait dans ce cas-là? On change l'enfant d'école, alors que l'écriture inclusive est au service en plus d'une idéologie politique. La politique n'a rien à faire dans les salles de classe. C'est d'ailleurs ce qu'on n'arrête pas de nous dire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas le droit de porter un voile intégral dans une salle de classe, qu'on n'a pas le droit de porter une grosse croix, qu'on n'a pas le droit de porter une kippa. C'est parce que les salles de classe ne sont pas le lieu d'expression d'une religion, d'une opinion politique ou de ce genre de choses. Et donc, c'est dans ce sens-là que l'écriture inclusive, selon moi, n'a pas sa place dans nos salles de classe. On va laisser répondre Emma, du coup, sur le côté idéologique, peut-être, de l'écriture inclusive. Déjà, donc là, je pense qu'il y a, enfin, tu fais une confusion entre le fond et la forme. C'est-à-dire que bien sûr que les professeurs n'enseignent pas ce qu'ils veulent, et bien sûr qu'ils passent un concours et que le programme c'est le même pour tout le monde. Donc ça c'est le fond. Là on parle surtout de la forme, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de. Alors déjà, de dire que les élèves ne veulent pas l'apprendre, je pense que à l'âge où tu apprends à écrire. En fait, on sait pas tout. Enfin, tu dis pas, moi je ne veux pas apprendre ça. En fait, tu vas être influencé par l'éducation donc qui est enseignée à l'école, l'éducation de ta famille, voilà. Mais en soi, enfin, il n'y a pas de raison pour moi qu'un élève dise non, je ne veux pas apprendre. C'est l'écriture, enfin, d'écrire à écrire comme ça. Et en plus, il y a une façon très simple pour moi de régler le problème sans devoir changer d'école l'élève ou changer de classe. Juste d'enseigner les deux façons. D'enseigner les deux montrer. En fait, moi je pense qu'à cet âge-là, les professeurs devraient simplement commencer par expliquer que ça existe et montrer, et après voilà. Alors, je vais juste revenir. Tu voulais réagir? Ouais, je voulais juste réagir très très vite. 30 secondes. Donner un chiffre. Il me semble que c'est 25% des élèves de 6e qui savent pas lire. Qui savent pas lire correctement. Donc, voilà, donc rajouter de l'écriture inclusive par-dessus, ça me semble j'allais rebondir en plus de ce qu'on nous apprend. Donc j'allais rebondir sur une question du chat. Donc quelqu'un qui nous dit que la parenthèse vs le point. La parenthèse peut être plus utile pour les personnes dyslexiques ou avec un autre trouble 10, ouais. Est-ce que vous avez du coup un avis sur l'écriture inclusive qui va venir peut-être gêner certains enfants qui ont déjà des problèmes sur l'apprentissage actuel? Est-ce que c'est plus dur? Est-ce que c'est moins dur justement
Vas-y, je te laisse. Alors, oui, c'est vrai que même au sein de la communauté qui promeut l'écriture inclusive, c'est vrai qu'il y a ce débat-là qui existe. Et alors, je ne connais pas de personnes dyslexiques en particulier qui auraient pu m'en parler, mais je suis totalement d'accord sur le fait que ça peut être un frein, enfin, ça peut être une gêne à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit, le point médian n'est qu'une proposition parmi tant d'autres en matière d'écriture inclusive. C'est vraiment, et on n'est pas obligé d'utiliser ça précisément. Donc, voilà. D'accord, ok. Bah, Et moi, je suis parfaitement d'accord avec cette question-là. C'est que effectivement, ça va venir compliquer la langue. Et donc, encore une fois, c'est la preuve que c'est au service d'une minorité qui est politique, qui est militante politique, et pas du tout au service du bien commun. Moi, justement, je défends les minorités, mais les vraies minorités qui ont des handicaps, qui ont des problèmes pour l'apprentissage de la langue, et pas des minorités qui se revendiquent elles-mêmes par des autodiagnostics, minorités de tel ou tel genre. Donc vous avez peut-être suivi, il y a pas longtemps, il y a eu une grosse polémique chez l'UNEF, qui est un syndicat étudiant, et qui en fait a organisé des réunions interdites aux Blancs. Donc c'était pour aborder des sujets, il me semble, vous me dites si je me trompe, sur la discrimination. Et il y avait une volonté pour que les personnes s'expriment, il fallait pas qu'ils se sentent agressés dans la réunion. C'est bien ça? C'est ça. Bon. Donc j'aimerais qu'on débatte sur ce sujet-là. Est-ce que les réunions non mixtes, est-ce que c'est important pour pouvoir progresser dans la société? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'au contraire, c'est totalement... ça doit être interdit? Donc je vais vous laisser discuter sur ce sujet. Emma, tu veux commencer peut-être? Ouais. Alors, On y va. oui, donc les réunions non mixtes. Ou alors, il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser le terme de mixité choisie. En fait, donc c'est des réunions, comme tu l'as dit, où seules sont acceptées une certaine catégorie de personnes qui vont être soit des personnes qui vont partager une même chose ou subir une même chose. Donc ça peut être effectivement, comme ça s'est passé à l'UNEF, des personnes qui vont être victimes de racisme, mais ça peut être aussi des personnes qui vont être victimes de sexisme, de LGBT-phobie, mais également les réunions non mixtes, il faut savoir, c'est par exemple les alcooliques anonymes, c'est des réunions non mixtes. Donc ça permet en fait aux personnes concernées de parler d'un sujet sans se sentir potentiellement dénigré ou minimisé par quelqu'un qui n'est pas concerné par la chose. Par exemple, des personnes qui vont être victimes de racisme, parfois en présence de personnes donc blanches, donc non racisées, et ben les personnes qui sont non racisées vont, certains, pas tous évidemment, vont pouvoir avoir des réactions genre mais non, mais moi j'ai pas vu ça, j'ai jamais vu ça, machin. Donc en fait, les personnes qui sont racisées, donc qui sont victimes de racisme, vont se sentir bloquées en fait dans leurs paroles, et le fait qu'elles soient entre elles va pouvoir justement qu'elles puissent s'exprimer plus facilement. Et aussi, un autre côté, c'est de ne pas avoir à faire de pédagogie. C'est-à-dire qu'une personne qui va pas subir un problème, par exemple, un autre exemple, c'est les LGBT-phobies. Une personne qui ne connaît pas bien, et ça va prendre beaucoup de temps à lui expliquer, à faire de la pédagogie auprès de cette personne-là, alors qu'en fait, ce temps-là, on aurait pu l'utiliser pour directement parler du problème et trouver des solutions plus rapidement. En fait, c'est ça le but des réunions non mixtes. Et il faut savoir, et après, je termine, et après je te laisse la parole, il faut savoir que souvent, dans le milieu associatif, pour les problèmes tels que le racisme ou le sexisme, machin, elles sont souvent suivies ensuite, quelques jours après, ou voilà, par une réunion mixte, justement, pour que les personnes qui ont participé à la réunion en non-mixité puissent rapporter aux autres personnes de l'association ou du syndicat étudiant, par exemple, ce qu'elles ont tiré de cette réunion et mettre tout le monde au courant. D'accord. Avant de te laisser la réponse, Antoine, on a une petite question. Est-ce que, donc c'est une question du chat, les Blancs ne peuvent pas recevoir de racisme d'après toi? Ta question. Alors, moi je pense, donc en fait, Et à quoi on va voir pour Antoine? il y a une différence entre le racisme et la discrimination. Le racisme, c'est quelque chose de systémique qui va être subi sur plein de pans de la société, alors que les discriminations sont des choses qui peuvent exister, bien sûr, mais qui vont être un peu plus
ponctuel. C'est-à-dire que c'est vrai que il peut y avoir dans certains endroits en France de la discrimination envers les personnes blanches, mais déjà je pense pas que ce soit si courant que ça en France. D'accord. Et par contre, après, moi là je parle que de la France, bien Bien sûr sûr. que dans certains pays, Oui, il là, peut y on avoir du va racisme vraiment anti-blanc. s'axer sur la France pour l'instant. Voilà, donc sur la France, moi je pense pas que le racisme anti-blanc existe. Les discriminations, oui, ça peut exister, mais voilà. D'accord. Donc, bah, écoutez, je vais laisser Antoine du coup répondre à ta remarque. À la remarque la remarque d'avant, ouais, Ouais. la remarque. Alors, premièrement, oui, moi je voulais dire que je pense que les personnes racisées, donc les Noirs, les Chinois, les Nord-Africains, excuse-moi, les Asiatiques, bah non, mais les Chinois sont aussi une minorité parmi le continent asiatique. Donc les Oui, Japonais. mais dire chinois, c'est un peu globalisé. Non, c'est toi qui me fais D'accord. tu projettes ce que tu penses sur moi. Quand je parle de Chinois, je parle des personnes qui vivent en Chine. D'accord. Donc des Noirs, donc des personnes racisées, je pense qu'ils seront contents que tu les mettes à côté des alcooliques anonymes. Je savais pas que, je veux dire, les Noirs, c'était une maladie. Mais J'ai pas dit ça. bah, tu dis que les réunions en non-mixité existent déjà et que ça se fait pour les alcooliques anonymes. Là, Donc j'ai l'impression que tu fais un parallèle qui, moi, me paraissait un petit peu douteux et justement là, pour le coup, vraiment discriminatoire. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce système de réunion en non-mixité, c'est pas quelque chose qui est français. On va peut-être laisser. Bah attends, je veux dire, j'aimerais quand même revenir sur tout ce qu'elle a dit. Ouais, vas-y. Après, tu pourras revenir, il y a aucun souci. Mais en fait, le système de réunion en non-mixité, c'est un système qui est directement importé des USA. Alors que la société américaine est parfaitement différente de la société française. Pour le coup, il est vrai que la société américaine est basée sur sur un prisme ethnique, et en plus il y a un passif, et où du coup les blancs étaient séparés des noirs, des hispaniques, enfin des mexicains. Et donc là, on peut comprendre qu'il y ait des tensions raciales aux États-Unis. La France, c'est pas du tout ça. La France, Jacques Bainville disait très bien dans la préface de son Histoire de France, la France c'est mieux qu'une race, c'est une nation. Le être français, ce n'est pas appartenir à une race, c'est faire fi de la race et adhérer à une histoire et vouloir la perpétuer. Donc, en fait, quand on parle de race en France, c'est se mettre en opposition totale avec le système de pensée français. Et c'est d'ailleurs pour ça que les réunions non mixtes font autant de bruit. C'est que c'est tellement étranger à notre système de pensée, à notre manière de voir les choses, à notre manière de voir ce qu'est un Français, forcément que c'est difficilement acceptable. Quand je vois quelqu'un dans la rue, je me dis pas, il est noir, il est asiatique, il est mexicain, il est blanc. Non, je me dis, c'est un Français, avant tout. Et les Lumières sont passées par là, justement. Les Lumières, l'universalisme des Lumières a été là pour ça, quoi. Donc moi, voilà, c'est une manière de penser qui m'est totalement étrangère. Et je trouve donc que les réunions en mixité, donc par exemple l'UNEF, elle a fait beaucoup plus, entre guillemets, pour la race que les personnes qu'elle dénonce de racistes. On va laisser surtout revenir aussi sur le parallélisme avec Oui. l'alcoolique anonyme pour expliquer peut-être plus en détail. Oui, alors juste, donc je redis, en fait, donc les réunions en mixité choisies sont juste des réunions qui vont regrouper des personnes qui vont subir un même problème ou faire face à une même chose. Donc les alcooliques anonymes, bah, ils font tous face à l'alcoolisme et les personnes racisées font face au racisme. Mais je n'ai pas dit que les personnes racisées, que être racisé c'était une maladie ou quoi que ce soit, pas du tout. Voilà, ensuite, mince, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire après. Oui, donc, tu parlais des États-Unis et du fait qu'en France, il n'y a pas de race, il y a d'abord une nation, machin. Alors, c'est peut-être ce que tu penses, et c'est bien, sauf que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Si tu parles avec des personnes racisées, des femmes, parce que je le sais, j'ai déjà été victime de sexisme, des personnes LGBT qui se font agresser dans la rue, qui se font insulter, parfois même qui se font tuer. Donc, ok, il y a certaines personnes comme toi qui peuvent penser que ce système de race en France n'existe pas, qu'on est avant tout français, et c'est bien, mais beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. Et c'est une réalité, en fait, il faut en être conscient. C'est la seule chose, il faut vraiment en être conscient.
Et ben, du coup, étant donné que quand tu dis que tu te sens femme, et donc qu'en tant que femme, tu as été victime de discrimination, ben moi je vais te dire qu'en tant que blanc, j'ai déjà été victime de racisme anti-blanc. Voilà. Donc, premièrement, dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, c'est faire fi de l'ambiance qu'il règne dans certains quartiers, et même dans le centre-ville. Je me suis encore fait traiter avant-hier quand j'ai pris ma première pression au bar, rue Solferino de Salle-Blanc, de Salle Français de Salle-Blanc. Donc, si ça, c'est pas du racisme anti-blanc, je veux dire, j'ai du mal à savoir ce que c'est. Et deuxièmement, j'ai envie de revenir sur le terme de racisme systémique que tu as énoncé. Comme s'il y avait un racisme d'État, du coup, qui visait à écarter des sphères du pouvoir, des associations, enfin de tous les postes de tous les postes à responsabilité, les personnes racisées, les personnes LGBT, de toutes les minorités. Moi, je pense que c'est totalement faux. Il n'y a qu'à voir la personne qui a chanté pour l'avènement à la présidence de Emmanuel Macron. C'était des chanteurs africains. Il n'y a qu'à voir les danseurs qui sont venus à l'Élysée pour le 14 juillet. C'était des danseurs noirs et qui appartenaient à la communauté LGBT. Je ne sais plus s'ils étaient homosexuels ou queer, mais en tout cas, ils appartenaient à la communauté LGBT et ils le revendiquaient. Donc, à partir du moment où le chef de l'État français, qui est quand même l'incarnation même du pouvoir, donc du système qui apparemment serait discriminatoire, à partir du moment où ce chef de l'État-là accueille et fête avec ce genre de personnes-là des événements importants, je veux dire, j'ai du mal à voir, moi, où est le racisme systémique. D'autant plus qu'il y a énormément de mesures dans l'armée, dans les institutions, dans la fonction publique, de discrimination positive. Donc on n'est même pas dans une discrimination, enfin on n'est même pas dans une situation neutre. Ce que j'aurais pu soutenir. Là on est non, même pas. On discrimine positivement les racisés et les minorités. On va laisser répondre à Bien sûr. Alors, peut-être que Emmanuel Macron n'est absolument pas ni raciste ni LGBTophobe, et c'est très bien. Mais il n'empêche que quand tu es racisé, tu vas avoir des problèmes pour trouver un emploi. Pareil que quand tu es LGBT, j'ai vu il n'y a pas longtemps, je ne me souviens plus du chiffre exactement, qu'un certain pourcentage assez important de patrons admettaient qu'ils auraient du mal à engager des personnes trans. Donc voilà, pareil, les contrôles aux faciès, ça existe. Donc c'est peut-être pas au niveau des hautes sphères du pouvoir, mais au niveau de l'entreprise, de l'économie et au niveau de la police, en l'occurrence, ou la gendarmerie, au niveau assez bas, donc au niveau qui est en fait plus au contact avec la population, oui, ça existe, et il faut en être conscient. Et pour revenir sur ce que tu disais, donc que tu as été victime de racisme anti-blanc, alors déjà, je suis désolée qu'on t'ait insulté de sale blanc et tout, ça se fait pas. Mais encore une fois, je pense que c'est une discrimination anti-blanc, mais moi, personnellement, je ne qualifierais pas ça de racisme. Mais après, c'est ma définition personnelle, voilà. Bah, moi, je vois pas. En fait, moi, je vois pas beaucoup la différence entre traiter quelqu'un de sale blanc et traiter quelqu'un de sale noir. Pour moi, c'est exactement la même chose, c'est à bannir. Mais bon, après, du coup, voilà, toi selon toi, ce n'est pas. Mais tu me laisses la possibilité de dire que c'est du racisme. Donc, déjà, je trouve que c'est une bonne chose parce que certains sont beaucoup plus totalitaires et refusent catégoriquement qu'on puisse dire que c'est du racisme. Je voudrais donc revenir sur deux choses, la discrimination à l'emploi et les contrôles aux faciès. La discrimination à l'emploi, c'est un mythe. Alors on va y aller très vite parce que c'est plus trop le sujet. Sur les, ouais, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est mais donc on va aller assez vite là-dessus. Ouais, ça va aller très vite. La discrimination à l'emploi, c'est un mythe, puisqu'on avait essayé les CV anonymes, et en fait, avec ce système-là, les personnes d'origine immigrée, les personnes étrangères, étaient moins embauchées que quand il y avait des CV où il y avait leur prénom et leur photo. Première chose. Et deuxième chose, les contrôles aux faciès. Et là, je veux dire, je vais jeter un peu le pavé dans la mare, mais en fait, il suffit de regarder la réalité. Où est-ce que il y a de la délinquance? Où est-ce qu'il y a des raquettes? Quelle est la population des prisons? Je veux dire, elle vient des zones
eh bien, des zones chaudes, des ZEP. Et donc, forcément, la police va contrôler plus facilement, plus spécifiquement, parce qu'elle a plus de chances de tomber sur un délinquant, des personnes qui correspondent aux critères physiques, vestimentaires de ces délinquants-là. C'est aussi simple que ça. Tu voulais revenir sur ça, vite fait? Bah, on a beaucoup dérivé du sujet, je trouve. Ouais, donc on va revenir donc, sur ce principal, donc, qui était les réunions non mixtes. Donc justement, toute votre discussion, c'était plutôt pour amener sur, donc il y a une discrimination, et comme les gens se sentent oppressés, ils ont besoin de parler qu'entre personnes oppressées. C'est bien ça? Oui, en gros. Voilà. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les personnes, justement, qui sont pour être catégorisées comme oppresseurs, est-ce qu'elles peuvent pas être là aussi pour justement partager la douleur des victimes et aussi les aider à avancer? Est-ce que ça serait pas mieux que de, en premier temps, les exclure? Alors, déjà, effectivement, à ce niveau-là, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, donc il y a cet argument de oui, mais moi je veux venir, je veux y aller parce que je veux en savoir plus là-dessus. Ces gens, enfin, en général, déjà avant de vouloir aller dans des réunions avec des personnes qui vont être victimes de discrimination, de racisme, de sexisme, de machin, l'important c'est de s'instruire et de se renseigner par soi-même. Parce que, comme je disais, dans ces réunions-là, les personnes victimes de ces discriminations-là ont autre chose à faire que de réexpliquer 1000 fois à 1000 personnes différentes qu'est-ce que c'est que le racisme, qu'est-ce que c'est que le sexisme, qu'est-ce que ça implique, voilà. En fait, c'est ça le problème, c'est que en général, il y a des personnes qui donc, ne sont pas victimes de ces sujets-là, qui veulent y aller, sauf qu'en fait, elles n'ont aucune connaissance, donc elles vont ne pas savoir. Et du coup, en fait, c'est une perte de temps, alors que des contenus qui sont pour s'instruire et pour se mettre au courant de tout ça, il y en a plein, c'est gratuit, il y en a sur Instagram, moi j'en suis plein, et je m'instruis par moi-même sur plein de sujets, même si ça ne me concerne pas. Donc c'est avant tout quelque chose à faire parce que y a ça évite de faire aux gens de dire des bêtises, vraiment des bêtises. Moi, je vois une contradiction dans ce que tu dis. C'est que tu dis que seules les personnes racisées ont le droit et ont la capacité de se prononcer du coup sur le racisme qu'ils vivent. Mais je me trompe peut-être, mais il me semble que tu es blanche. Donc je vois pas comment tu pourrais donc, selon ta pensée, te prononcer sur le racisme que vivent les minorités raciales, par exemple. Deuxièmement, moi, il y a un problème que j'ai avec les réunions non mixtes. Il y a un phénomène, un biais psychologique qui se met en place dans les réunions non mixtes quand, en fait, on rassemble des personnes d'une même communauté, que ce soit une communauté raciale, idéologique, politique, sexuelle, vous m'avez compris. Eh bien, c'est qu'il y a le syndrome de la pensée de groupe et du conformisme. Et donc, toutes les personnes qui vont potentiellement avoir des idées pas forcément en accord avec la pensée majoritaire, eh bien, vont s'auto-censurer. Et donc, de ces réunions non mixtes ne vont émerger qu'une seule pensée majoritaire qui ne va pas du tout coller à la diversité des opinions d'une même communauté. Parce que, en fait, dans ces réunions non mixtes-là, ce qu'on remarque dans les faits, c'est qu'il n'y a que des personnes qui sont d'accord entre eux qui y vont. Ça m'étonnerait que dans les réunions non mixtes de l'UNEF, il y ait des personnes comme Kémy Séba, par exemple, qui est un panafricaniste, et qui n'est pas du tout d'accord avec la tenue des réunions non mixtes. Ça m'étonnerait que ce genre de personnes soient acceptées. Et juste, dernière chose, le problème pour moi des réunions non mixtes, c'est que c'est une sorte de séparatisme. On se met volontairement en dehors de la communauté nationale, et donc on aboutit à des choses comme la maire de Chicago, parce que de toute façon tout ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive en France 10 ans après, donc on sait très bien que ça va finir par arriver. La maire de Chicago, j'ai noté son nom, excusez-moi, qui s'appelle Lori Lightfoot. Lori Lightfoot, donc qui est une femme noire, a
a dit lors d'une conférence de presse hier ou aujourd'hui qu'elle refusait de répondre à des journalistes qui n'étaient pas noirs ou foncés. Elle a précisé foncé, noir ou foncé. Donc pour moi, il y a un séparatisme qui est clair et net et qui empêche une communauté nationale de vivre en paix. On va donner la réponse à Emma sur les 3 points de Antoine. Et après, je pense qu'on va clore ce sujet-là. Ouais, alors, donc tu disais que dans ces réunions non mixtes là, donc il n'y a pas des personnes qui peuvent avoir un autre avis. Et bah, en fait, les réunions non mixtes n'ont pas pour but de débattre sur si oui ou non le racisme existe ou si oui ou non ça c'est du racisme et ça c'en est pas. Le but c'est que les personnes puissent s'exprimer sur ce qu'elles ont subi et trouver éventuellement des solutions ou des pistes. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi ces réunions-là, très souvent, sont suivies quelques jours après, la semaine d'après ou la séance d'après, par une réunion mixte avec donc des personnes blanches, des personnes qui ne sont pas de la communauté LGBT, tout ça. Ensuite, tu disais que comme moi je suis blanche, je peux pas parler là-dessus. Alors, effectivement, je ne peux pas me placer à la place d'une personne racisée qui a été victime de racisme, je ne peux pas parler à sa place, mais en tant que allié, je peux essayer de transmettre cette parole-là. Et dans ce cas-là, j'ai envie de te répondre, toi, t'es un homme, donc tu peux pas parler de sexisme, et t'es un homme, et tu peux pas parler de la communauté LGBT, ça marche pareil. Donc, je trouve que ton argument est vraiment pas très... Enfin, voilà, c'est pas très... Ah non, non. Mais moi, mon argument, je disais que justement, c'était ce que tu disais qui était en contradiction avec ce que tu faisais. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Et selon moi, en tant qu'homme blanc, je peux très bien parler de sexisme, d'un potentiel sexisme que vit une femme noire. Je ne suis pas boulanger et pourtant je peux commenter la qualité d'un croissant ou pas. Ok, c'était la petite réponse. Et on va finir avec Emma. T'avais autre chose à ajouter ou pas? Non. Non. Bon, j'avais juste une question du chat. C'était est-ce que les réunions non mixtes ne seraient pas une machine à créer des pseudos discriminés? Alors je vais te poser la question Emma, parce que peut-être que les gens qui vont ruminer qu'entre eux, peut-être que est-ce qu'ils vont pas se créer une sensation de victime supérieure encore à à ce qu'ils ont vraiment ressenti au départ? Bah, moi je pense que non. Enfin, en fait, je pense que les réunions mixtes existent parce que les discriminations existent. En fait, D'accord. c'est pas dans l'autre. Enfin, ça marche dans ce sens-là, pas dans l'autre sens. Mais donc la question c'est est-ce que ce serait pas un enchaînement? Est-ce que ça s'accumulerait pas et ça créerait pas une espèce de roue infernale? Bah, ça, genre, c'est rien. Enfin, ce que je peux dire, c'est que là, le but, c'est que les personnes parlent de leur vécu et je vois pas pourquoi est-ce que ces personnes-là iraient inventer ou iraient amplifier des choses qu'ils ont vécues. En fait, ça n'a aucun sens d'amplifier des discriminations. Oui, je trouve ça bizarre alors que tu cherches à ce qu'elles n'existent plus. Enfin, en tant que femme, j'essaie de chercher, enfin, on cherche à ce que le sexisme n'existe plus, donc c'est bizarre d'en créer en fait. D'accord, non mais c'était la question du chat. Bien sûr. Tu veux rajouter quelque chose Antoine? Moi, je voulais juste répondre. Bah, moi, je suis assez d'accord. Enfin, du coup, je suis en désaccord avec ce que dit Emma et je suis assez d'accord avec la position de la personne. C'est une question, hein. Oui. Une question. Oui, mais du coup, moi, je pense qu'effectivement, c'est une machine à créer des pseudo-discriminés, dans le sens où on est à l'époque, à l'ère de la victimisation constante. Et on trouve des victimes partout. On trouve des victimisés partout. Tout le monde a été victime de quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'on croit que le monde est exempt de rapports de force, alors que tout est rapport de force, je pense. Et c'est comme ça. On vit dans une société où c'est le devoir qui devrait primer sur le droit. Et là, on a inversé justement ces choses-là. Donc voilà, d'ailleurs j'ai un exemple assez concret, c'est Pépita, une animatrice noire, femme noire, d'une émission dans les années 70-80. Et Rokhaya Diallo s'était faite la défenseur de cette Pépita qui aurait été victime de racisme et de sexisme. Donc elle a parlé à sa place. La semaine d'après, Pépita a été invitée sur le plateau de TPMP de Cyril Hanouna et a dit « Je suis révoltée
qu'on travestisse ma lutte et qu'on dise que j'aurais pu être victime de racisme et de sexisme alors que c'était pas du tout le cas. D'accord. Donc on cherche des victimes partout, effectivement, selon moi. Dernière réaction. En fait, ça rejoint aussi des choses dont tu avais parlé tout à l'heure. C'est que, en fait, on a tous et toutes été élevés dans un système qui nous dit qu'il y a des choses qui sont normales. Et le but, c'est justement de se déconstruire. Tu parlais de déconstruction, mais moi, j'ai pas la même définition de ce que c'est la déconstruction. C'est de se déconstruire pour voir, en fait, derrière le voile de l'éducation qu'on a reçue. Et moi, je pense que dans mon éducation, il y a eu des choses qui étaient sexistes, enfin, qui m'ont induit du sexisme que j'ai intériorisé. Mais le but, c'est de faire ce travail, oui, de lever Pour que ça sorte. voile, voilà. D'accord. Et de l'identifier, en fait. D'accord. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'on a l'impression qu'il y aura un complot masculin, blanc. Delphine Ernotte, la présidente de France 2, avait dit que le problème de la télé française, c'était les hommes blancs catholiques de plus de 50 ans, alors que c'est typiquement ce genre de personnes qui ont construit la France pendant 1500 ans. Donc on peut quand même leur reconnaître le droit d'être sur cette terre. Mais selon moi, c'est une course en avant vers justement... une course en avant qui ne s'arrête jamais, où du coup on cherche des complots partout, et on remonte le temps comme ça, jusqu'à trouver le complot originel, et on arrive à des aberrations du type la femme est moins musclée et plus petite que l'homme, parce que l'homme des cavernes volait la viande aux femmes. On arrive à des aberrations de ce type-là. Et donc moi, je pense que j'ai même pas besoin de commenter ce genre d'aberration. Tout le monde comprendra que c'est une idiotie. Et qu'en fait notre phénotype macroscopique est dû à notre génétique. Donc, ouais. Donc on finira. Enfin, tu veux Ouais, rebondir juste, alors, cette histoire d'homme des cavernes, ça, j'en sais pas parce que j'ai jamais entendu dire ça. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne se bat contre les hommes ou contre les blancs. En fait, la seule chose, c'est qu'on est dans un système dans un système patriarcal où l'homme a très longtemps, et ça reste encore, il y a des choses qui restent encore en trace. Pendant très longtemps, l'homme a été le père de famille. L'homme a seul pu travailler. La femme devait obéissance, machin. Et en fait, donc on se bat contre ce système-là, mais on ne dit pas que les hommes sont méchants, que c'est eux les mauvais et tout. C'est juste qu'on a tous et toutes été éduqués dans ce système-là. Donc, par conséquent, certains hommes, et plus qu'on ne le pense, juste en profitent parce qu'ils sont jamais, on les a jamais contrariés là-dessus. Ouais. Donc sur la question, peut-on s'habiller comme on veut à l'école? Il y a eu très récemment Jean-Michel Blanquer qui a parlé de tenue républicaine à l'école. Et il y a eu un débat de est-ce qu'on peut venir à l'école habillé comme on veut? Qu'est-ce que c'est une tenue républicaine? Et donc on tenait à poser la question à Emma et à Antoine sur ce sujet-là. Et donc on va y aller. Sur la polémique, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, juste, j'ai vu une question du chat tout à l'heure, enfin une remarque du chat, et je voulais juste revenir dessus, parce qu'effectivement, j'avais fait une petite... Ma remarque était un peu floue quand j'ai dit on a plus de devoirs que de droits. Effectivement, on a autant de droits que de devoirs, mais aujourd'hui, on met plus en avant nos droits que nos devoirs. Donc effectivement, merci pour la remarque, c'était très pertinent. Donc concernant ta question, Thomas, moi je pense que la tenue républicaine, ça ne veut rien dire. Strictement rien dire, je ne comprends pas le terme de tenue républicaine. C'est quoi, un bonnet phrygien, des culottes courtes, des culottes faites en peau de Vendéens, parce que c'est ce qui s'est passé durant la Révolution, quand les révolutionnaires ont massacré les Vendéens. Donc je pense que ça ne veut rien dire. Donc à l'école, en revanche, moi ma position elle est claire, c'est que l'État n'a pas interféré en fait sur la manière dont les élèves, les professeurs, les surveillants doivent s'habiller. En revanche, c'est de notre responsabilité de chacun
de s'habiller de manière décente et respectueuse pour soi, pour le corps éducatif et pour ses collègues étudiants. Voilà. D'accord. Emma, sur ce... Ouais, bah, je suis assez d'accord avec toi, Antoine. Moi, je pense que vraiment, donc, en général, les règles vestimentaires, c'est fait par les règlements intérieurs. Je pense que c'est nécessaire d'en avoir. Mais la seule chose qui me gêne, moi, c'est quand il y a une différence au niveau du genre. Par exemple, on peut dire on interdit les claquettes. Et ça va être pour les filles et pour les garçons. Par contre, dire on va interdire tel vêtement aux filles parce que, sous prétexte que ça peut exciter les garçons, je sais pas quoi, moi, c'est ça qui me pose problème. Et je pense que c'est ça qui pose problème à la majorité des gens qui sont. Voilà, qui parlent de ça, quoi. D'accord. Euh, Après, le fait de dire qu'il y a certains vêtements qui vont exciter les garçons, qui vont les mettre entre guillemets en sueur, je veux dire, c'est juste être conscient de la nature même des hommes et des filles aussi. Je veux dire, on a tous, on est des êtres humains, on a tous des désirs, et surtout en plus au lycée, par exemple au collège, où les hormones font leur apparition. Effectivement, une fille qui viendrait, je sais pas, en maillot de bain en cours, bah, bien évidemment que c'est pas adéquat et que ça pourrait susciter certaines réactions. En revanche, je ne suis pas du tout de ceux qui vont dire que c'est de la faute des femmes, que y ait des remarques de la part des hommes, etc. Non, bien évidemment, les hommes qui font des remarques à propos des tenues, sont parfaitement en tort. Mais je pense qu'il y a un respect et un pragmatisme à avoir vis-à-vis des tenues de chacun. On ne vient pas habillé ultra sexy en cours quand on est un homme ou quand on est une femme, parce que déjà on n'est pas là pour ça, on est là pour étudier, et en plus on sait très bien que ça peut perturber certains. Oui, alors effectivement, c'est sûr que venir en maillot de bain, que ce soit une fille ou un garçon, Voilà. voilà, ça je suis d'accord, mais par contre, donc globalement je suis assez d'accord. Le seul point sur lequel je suis pas d'accord, c'est de dire que il y a une nature, en fait. Je pense que avant tout, enfin, que cette histoire de que les garçons vont être excités ou je sais pas quoi, c'est beaucoup une histoire d'éducation. Mm. Je pense que il y a un enfin, dans les écoles, mais pas que dans les écoles, il y a un manque d'éducation au niveau du respect du corps de l'autre et notamment de la notion de consentement. C'est-à-dire que on voit trop dans les écoles, mais pas que dans les écoles, par exemple des garçons qui vont qui vont toucher les filles, qui vont leur mettre des mains au cul ou je sais pas quoi, sans leur consentement. Et après, qui vont dire oui, mais elle était en jupe, oui, mais elle avait un décolleté. C'est ça le problème. Et que l'État, enfin, ou Jean-Michel Blanquer, et que certains disent que en fait c'est aux filles de faire attention, c'est ça le problème, c'est que c'est pas à elles de faire attention, c'est aux garçons bah, juste en fait respecter chacun. Et Mhm. c'est pas parce que une fille a une jupe que ça y est, elle veut qu'on lui mette une main aux fesses, quoi. Bah alors, mais ça, je suis parfaitement d'accord que les gestes inappropriés sont à condamner, à bannir, et qu'il y a un problème d'éducation. Mais euh, l'éducation, à ce niveau-là, c'est pas le rôle de l'éducation nationale. Moi, quand on regarde un peu l'histoire de France, au niveau de l'appellation donc de l'éducation nationale, avant on appelait ça l'instruction nationale. Et moi, j'étais plus en accord avec cette dénomination-là, dans le sens où l'instruction, eh bien, c'est effectivement le rôle de l'État, donc d'instruire les Français, donc de leur apprendre les bases des mathématiques, de l'histoire, de la langue française, etc. En revanche, l'éducation, c'est le rôle de la famille. C'est le rôle de la famille. Et aujourd'hui, on est face à une crise de la famille, parce que moi, je considère que la famille, c'est le plus petit cercle communautaire qui permet de protéger les enfants de la société, de toutes les publicités, par exemple, qui jouent justement énormément sur ça, et du coup, moi, je condamne fermement, parce qu'on a de la sexualité partout dans les pubs, même pour des pubs qui n'ont rien à voir, de nourriture, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, c'est le rôle des parents. Mais comment est-ce qu'on peut demander aux parents d'éduquer leurs enfants de manière adaptée quand, dans le même temps, on mène des politiques antifamiliales où la famille n'est plus que
le lieu de la reproduction de deux parents, et il y a un enfant qui naît, et donc voilà. Non, la famille, elle est là pour éduquer, elle est là pour protéger. Alors, je suis d'accord sur le fait que l'éducation passe aussi par la famille. Je suis totalement d'accord. Mais le fait est qu'il y a dans beaucoup de familles, cette éducation sexuelle au consentement est quelque chose d'extrêmement tabou et ne se fait pas en fait. Et je pense que justement, il faudrait que l'école fasse au moins sa part, je dirais, pour qu'il y ait une espèce d'uniformité dans ce que tous les élèves, que comme ça, ils ont au moins une base, en fait, parce que bah, certains sont dans des familles où on ne parle pas de ça. Et c'est vraiment très très tabou. Donc tu vois, c'est pour ça que je pense que l'école devrait au moins faire un peu, et normalement c'est censé être obligatoire, mais beaucoup d'établissements ne le font pas. Moi, je sais que dans mon lycée, j'avais eu en seconde, on avait eu une après-midi là-dessus et je trouvais ça très bien avec des personnes du planning familial pour nous expliquer des choses qu'on nous explique pas en SVT, parce qu'il y en a qui parlent aussi des cours d'SVT, mais c'est que les cours d'SVT, c'est de la biologie, c'est très mécanique. Alors que voilà, il y a beaucoup de notions qui sont la notion du consentement, la contraception, tout ça, qui sont importantes et je pense que l'école doit au moins faire une partie, quoi. Alors, je vais prendre une réaction dans le chat. Donc, c'est Agouchti64 qui nous dit c'est une évidence que le problème dans ce cas, c'est bien le manque d'éducation des hommes, mais il faut trouver la juste mesure de décence par respect pour les autres et pour soi-même. Une réaction? Je suis parfaitement d'accord avec Agouchti 64. Je suis parfaitement d'accord. En revanche, il ne faut pas non plus nier il y a parfaitement un problème du côté des hommes, mais il y a aussi un problème du côté des femmes. Euh, Moi, je commence à en avoir marre qu'on incrimine toujours les hommes et qu'on dise que c'est toujours les hommes les gros porcs qui regardent les filles, qui touchent les filles. Il y a aussi des filles qui sont très bien placées pour faire ce genre de choses. Et donc, je pense que dans une logique de non-discrimination, on devrait à la fois faire la leçon aux hommes, parfaitement d'accord, mais aussi la leçon aux femmes. Voilà, une réaction? Ou pourquoi pas, sauf que le problème, c'est que dans la réalité, 98% des agresseurs dans le cas d'agression sexuelle sont des hommes et 9 victimes sur 10 sont des femmes. Donc, en fait, c'est dans l'absolu, bien sûr que enfin, les femmes qui agressent, ça existe, mais ça reste une extrême minorité. C'est par rapport aux chiffres, et en fait, c'est ça c'est pour ça qu'on parle beaucoup des hommes qui agressent les femmes. Alors, je vais revenir sur deux choses. Premièrement, quand tu parles de minorité, et deuxièmement, quand tu parles des chiffres. Tu dis que effectivement c'est minoritaire, et donc on n'en parle pas. Bon, on a parlé d'écriture inclusive tout à l'heure, on a parlé des réunions non mixtes, donc des minorités, pourtant on les entend beaucoup. Donc je vois pas pourquoi, parce que là, ce sont des hommes et ils sont minoritaires, qu'on ne devrait pas en parler. J'ai pas dit qu'on devait pas en parler. Ou en tout cas qu'on en parlait moins. Aujourd'hui, on entend majoritairement les minorités et beaucoup moins la majorité. Et deuxièmement, tu parlais des chiffres, mais ces chiffres-là, effectivement, ils sont vrais. Mais pourquoi on a une telle majorité d'agresseurs qui sont des hommes? Parce que les hommes qui sont agressés par des femmes n'osent pas parler, parce que c'est tabou, parce que ça remet en jeu, parce qu'ils ont peur que ça soit une atteinte à leur virilité, à leur fierté, etc. Et donc ils n'en parlent pas. Donc aujourd'hui, moi je suis persuadé, et d'ailleurs j'ai des camarades qui se sont déjà fait abuser par des femmes, mais qui n'en ont jamais parlé, qui ne sont pas allés porter plainte ou déposer une main courante, ou qui n'en ont pas parlé à leurs établissements, etc. Parce qu'ils en ont honte, et parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler. Et parce qu'ils d'ailleurs aussi, ils ont réglé cette affaire-là avec la personne qui avait eu recours à ce genre de geste. Euh, donc moi ces chiffres, je les conteste, pas parce qu'ils sont malhonnêtes, c'est des chiffres officiels qui se basent sur un recensement de plaintes, etc. Mais je les conteste dans les faits, dans la réalité, parce que ça arrive très souvent aux hommes, mais ils n'en parlent pas. Voilà. Alors, oui, c'est vrai. D'ailleurs, en précision tout à l'heure, c'est que c'est effectivement, on parle plus des femmes qui sont agressées par les hommes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas de l'inverse. Et effectivement, enfin, moi, en tout cas, dans je vois beaucoup de gens qui, dans le milieu militant,
sont conscients de problème, que ça existe, bien sûr. Personne ne le nie. Personne ne nie le fait que des hommes se font agresser par des femmes ou par des hommes. Voilà. Après, tu dis que effectivement les hommes ont honte s'ils se font agresser par des femmes et n'en parlent pas. C'est vrai aussi. C'est vrai que aussi, moi je pense qu'il faut déconstruire ces notions de virilité, tout ça. Mais tu sais que, peut-être que tu ne le sais pas, que beaucoup de femmes qui essayent d'aller porter plainte après des viols ou des agressions sexuelles, leurs plaintes ne sont pas prises, ne sont pas prises. Donc même le chiffre officiel, même s'il donne 98% d'hommes agresseurs et 9 victimes sur 10 sont des femmes, même celui-là, même par rapport au nombre de femmes, il est aussi Oui, je aussi minimisé. suis d'accord avec toi, qu'il y a un problème de formation ou de sensibilisation, je sais pas trop, mais au niveau des policiers qui reçoivent des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui se sont fait violer ou agresser ou à toucher et qui n'acceptent pas les plaintes. Il y a un problème de formation et de sensibilisation. Après, on en parlait durant la pause, du coup autant mettre les pieds dans le plat. Moi, je pense qu'avant d'essayer de mettre des mesures en place, il faudrait déjà, comme en fait quand on fait une étude marketing, en plus du produit, on définit la population à laquelle on va s'attaquer pour vendre notre produit. Bah là, c'est la même chose. Il faut regarder la population qui, majoritairement, aujourd'hui, se retrouve dans des faits de violence, de viol, d'attouchement, etc. Et eh bien, elle se trouve dans des endroits où justement il y a un manque d'éducation, ou dans des zones que la République, que la France appelle des zones de reconquête républicaine, parce que la France y est morte. Ce sont des territoires sous mandat étranger. C'est des gens qui ne vivent plus en France, qui ne vivent pas à la française, et qui de ce fait font ce qu'ils veulent. Alors, attention, on s'écarte un petit peu du sujet. Bah, c'est en lien parce que justement, ces territoires-là, qui ne sont plus français, justement, ça engendre des personnes qui ne sont pas éduquées, en tout cas la française, et donc qui sont plus promptes à agresser, siffler. Parce que juste Emma va rebondir sur ça. Oui, bien sûr. Ouais, alors juste, dans le cas des viols et des agressions sexuelles, l'immense majorité des faits se passent avec des gens que tu connais et dans le cercle familial. Et donc, ça touche autant les personnes aisées que les classes populaires, les blancs, les noirs, les personnes racisées. Ça touche toutes les sphères de la population parce que, on en revient à ça, c'est qu'il y a un manque d'éducation. Et il y a un manque d'éducation qui devrait être fait, selon moi, en partie par l'école, sur ces notions-là de consentement et voilà. Moi, je pense que aujourd'hui en France, on vit dans une société qui est multiculturelle. Et donc, on a des cultures qui sont basées sur différents socles civilisationnels. On a la culture française, qui est une culture helléno-chrétienne, et on a des cultures étrangères. Et forcément, ces cultures-là, eh bien, elles entrent en contradiction, comme toute société multiculturelle. Il n'y a rien qu'à voir ce qui se passe au Liban. Les sociétés multiculturelles sont des sociétés qui sont vouées à des tensions. Je sais que je m'écarte du sujet, mais c'est pour y revenir encore mieux. Et de ce fait-là, forcément, c'est des sociétés qui amènent à des tensions. Donc, moi, je pense que c'est plus le fait de conflits culturels que des faits individuels. D'ailleurs, c'est ce que je disais un petit peu avant, c'est on est face à des territoires où on ne vit plus en France et où du coup les gens n'ont pas forcément la même vision de la femme que nous, on a en France initialement. Et donc le même respect de la femme. Parce que je ne vais pas t'apprendre que dans d'autres cultures, la femme n'a pas la même position. Je ne dis pas qu'elle est en dessous ou au-dessus, je ne juge pas, mais elle n'a pas la même position que dans la culture française. Alors, je trouve qu'on s'est beaucoup écarté du sujet, mais juste... Et après j'ai une question de chat. Ok. Mais sache que moi, toutes les fois, enfin pas toutes, mais une grande majorité des fois où je me suis fait accoster dans la rue, emmerder, c'était des hommes blancs.
Mais moi, Donc, j'ai pas. c'était des hommes blancs. La dernière fois, c'était jeudi soir. C'était des 4 sup, hein. Clairement. Donc, Mais moi, j'ai pas discriminé. J'ai pas dit que c'était des bah, blancs. J'ai pas dit que tu c'était parles des de noirs, des quartiers arabes. de reconquête où on vit plus Bah, en France. c'est pas moi qui appelle ça des quartiers de reconquête républicaine. C'est la France, c'est le gouvernement. Ah oui, non, mais. Mais dans les faits, effectivement, ces quartiers-là sont peuplés par des populations majoritairement d'origine immigrée. Mais oui, Sur donc ça. moi je pense que ça n'a rien à voir avec la. Sur ce point-là, donc les sources, si elles existent, elles sont sur Internet. On va pas s'étendre là-dessus. Je reviens, donc j'ai une question. Ne pensez-vous pas que ces agressions, scolaires ou non, sont dues surtout à l'hypersexualisation des corps, notamment celui de la femme, Mhm. sur les réseaux sociaux, donc je vais rajouter dans les publicités, même si c'est pas écrit dans la question, ainsi que la facilité d'accès à la pornographie. Ah oui, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça aussi. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des pubs pour des poêles à bois ou quoi, où tu vois Oui. une femme à poil. Mais alors, du coup, Ouais, complètement. est-ce que c'est pas au-dessus de, justement, de l'éducation de l'individu, et que c'est pas un problème de société qui font baigner les individus là-dedans? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça le problème majoritaire? Oui, tout à fait, mais encore une fois, enfin, tu vois, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que je vois que les adolescents et les enfants bah, sont la société de demain. Donc si tu les éduques sur ces notions-là, bah, c'est eux qui vont être dans les services marketing, tout ça, et qui du coup auront été éduqués d'une façon différente sur bah, justement l'hypersexualisation, le consentement et tout ça, et du coup, bah, forcément enfin, ça va se régler parce que ça ne se fera plus, parce que bah, voilà. Moi je pense comme ça. D'accord. Je suis d'accord avec, avec la grande partie de ce qu'a dit Emma et la remarque. En fait, je pense que si on évoluait dans une société où il y avait encore une morale qui était saine, où il y avait un respect du corps, parce qu'on a une verticalité et donc notre corps n'est pas qu'un bout de chair, mais parce qu'on est des êtres qui sont liés, qui sont des héritiers, qui sont des êtres enracinés, donc qui doivent être respectés, ben, ça n'aurait pas pu avoir cours. Malgré les publicités, malgré etc. Parce qu'effectivement, les publicitaires, ils continuent à faire ça parce que ça marche, parce que ça vend. Et donc oui, je pense que c'est à la fois dû à l'hypersexualisation du corps de la femme, parce qu'il y a aussi... en fait, on vit dans une société qui est un peu bizarre. Le jour, on est dans une société puritaine, et donc les hommes, en partie, sont frustrés, parce qu'ils voient toute la journée des publicités où il y a des filles à demi nues, etc. Ils ont, ils ont rien le droit de faire, et d'ailleurs, heureusement. Et la nuit, ils laissent ils laissent libre cours à tous leurs désirs, à la pornographie massive, qui est accessible en 2 clics. Euh, et donc, effectivement, c'est un problème d'éducation, mais aussi de marketing, de publicité, et on se fait inonder à longueur de journée, quoi. D'accord. Emma, Oui, je suis et ouais, on finira là-dessus. plutôt d'accord pour revenir sur la pornographie, l'accès. C'est vrai que maintenant, que tu sois mineur, majeur, tu peux avoir accès à la pornographie, il n'y a aucun souci, tu as juste à cliquer oui, j'ai 18 ans et tout ça. Et en fait, le problème, le problème à ce niveau-là de la pornographie, selon moi, c'est que ça montre quelque chose qui est faux, parce qu'on est d'accord que les films pornographiques sont scénarisés, ce n'est pas la réalité. Et du coup, pour les plus jeunes notamment, ils vont penser que bah, en fait, c'est ça la réalité. Et du coup, ça va aussi alimenter le fait que, bah, et en général, on va pas se le cacher sur les films pornographiques, c'est surtout, ça se concentre sur le plaisir masculin et la femme, elle est surtout un objet de plaisir. Euh, et, euh, et du coup, bah, certains jeunes garçons et même certaines jeunes filles vont penser que c'est normal. Du coup, et donc, du coup, certains garçons vont le faire et les filles vont pas voir le problème. Donc, Bah, il y a un problème, c'est clair qu'il y a un problème à ce niveau-là. Euh, je pense que les films pornographiques, comme tout, comme les films au cinéma, comme les publicités, sont des moyens de transmettre des idées, une vision de la société. Et donc, c'est la vision de la société euh, de la consommation. Ou même l'acte sexuel va devenir un bien de consommation, on va consommer, on va chercher uniquement le plaisir, alors que initialement, l'union de deux corps, c'est l'union de deux corps, c'est l'union de deux personnes qui s'aiment, etc. Effectivement, ça va biaiser complètement cette vision-là.
Et on va nous faire croire que l'acte sexuel, c'est que une femme qui a pas à prendre son plaisir avec un homme qui, lui, par contre, doit prendre son plaisir un maximum sans se soucier de sa partenaire. Ouais. Et donc, tu voulais revenir la fois? Oui, non, mais enfin, pour Ouais. même plus que ça, je trouve que, Vas-y. par exemple, quand au cinéma, on va voir un film Marvel sur les super-héros, Ouais. parce que bon, j'adore les films Marvel, et bah, personne ne va croire que c'est la réalité. On sait très bien que c'est un film et que c'est scénarisé, et même les films qui sont réalistes. Alors que, comme par hasard, non, mais bizarrement, pour la pornographie, bah, genre, j'ai l'impression que tout le monde a oublié que c'était un film. Et on pense que Parce que on pense que c'est la réalité. Parce qu'en fait, la pornographie, j'avais un petit peu étudié le sujet, justement, parce que c'est un sujet qui me fait beaucoup de peine, en fait, parce qu'il y a des jeunes garçons qui ont maintenant, qui ont 13-14 ans, qui ont accès à la pornographie parce qu'ils ont un téléphone et qu'ils ont Internet. Et ben en fait, c'est parce que la pornographie, elle met en concurrence deux parties de notre cerveau, qui est qui est le cerveau reptilien, donc qui est vraiment au centre de notre cerveau, donc qui lui est bestial, animal, et le cortex préfrontal qui est juste là, et qui est la partie la plus aboutie de notre cerveau, la plus évoluée, et qui justement est censée retenir nos pulsions et nous donner une certaine capacité à se retenir, quoi. Et en fait, justement de ce combat-là, eh ben, va aboutir une certaine confusion vis-à-vis de la réalité, et parce qu'en plus, à côté de ça, tu as des fantasmes qui, euh, qui arrivent, et du coup, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et en fait, ils aimeraient bien que ça soit vrai. Parce que justement, parce que ça leur donne du plaisir. Parce que c'est le but de regarder de la pornographie. Et donc, tu as confusion totale, en fait, parce que tu as des parties du cerveau qui s'affrontent, tu as des fantasmes qui entrent en jeu, tu as des désirs, tu as des hormones. C'est beaucoup trop fort pour un cerveau. Et du coup, la réalité est complètement brouillée. Ouais, mais le problème en plus, c'est que, bah, enfin, personne, je sais pas, mais bon, souvent, bah, personne ne va dire justement à ces jeunes ados de 14 ans qui regardent ça et c'est une des premières expériences de la sexualité Mm. qu'ils ont, que bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, pour en revenir, je pense qu'il y a aussi cette chose-là qui doit être enseignée à l'école, enfin, dans des temps dédiés justement à tous ces problèmes-là. En plus de la famille qui doit aussi faire son rôle. D'accord. Ouais, je suis d'accord. D'accord. Bah, du coup, c'est parfait pour finir. Donc, déjà, je voulais vous remercier d'être venus. Toi et moi, je sais que tu viens de Lyon en plus, donc c'est assez loin. J'espère que ça vous a plu. On a eu beaucoup de monde, donc merci beaucoup. Je remercie GB Radio qui nous a gentiment offert le local. Donc, je le répète, les participants ont été testés et donc mis à distance. Dernier petit mot. Donc là, c'était notre dernier événement à Débattons. L'an prochain, on recrute. Donc, si jamais ça vous a plu, envoyez un petit message sur le compte Instagram. On va aussi mettre un message sur Entraide. Donc, n'hésitez pas. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, un mot de la fin, peut-être? Et Honneur aux bah, femmes. et bah, comme tu fais de la pub pour des bâtons, je fais aussi la pub pour Ingénieurs pour le Monde. Même si moi je pars de l'assaut l'année prochaine, mais si jamais si jamais vous connaissez l'assaut et que c'est quelque chose qui vous intéresse, et ben il va bientôt y avoir des recrutements qui vont être faits, donc guettez les réseaux sociaux. Si jamais vous connaissez pas l'assaut, et ben allez vous renseigner sur nos réseaux sociaux. On a un compte Instagram qui est assez fourni cette année, donc voilà. D'accord. Jean-Joanne? Moi, me concernant, bah, je vais pas faire de pub du coup, parce que bah, je vais faire de la pub sinon pour des bâtons, mais qui est une très bonne association. On a des personnes très compétentes en régie qui sont juste à côté. Et non, sinon, je voulais bah, remercier Thomas pour l'organisation et la tenue de ce débat. Emma aussi. C'était très agréable de discuter bah, avec toi, même si on n'était pas d'accord sur grand-chose. Ça s'est fait dans le calme et dans le Ouais, respect, ouais, c'est donc c'est le agréable. principal. Le chat tranchera. Mais voilà, moi j'étais très content d'être aujourd'hui. Et je là veux aujourd'hui. aussi remercier les personnes qui sont en régie et même toute l'équipe de Débattons, que ce soit à la communication ou à l'event, qui nous ont aidés et c'est grâce à eux tout ça, qui ont réussi à faire ce débat. Vous pouvez aller les féliciter dans les commentaires de Débattons, je pense, parce Ouais. qu'ils ont fait un super travail. C'est clair. Ouais, je pense qu'on peut les On féliciter. peut Ouais. les féliciter, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée.
Et restez connectés parce qu'il y a des choses qui arrivent encore. Salut!